Vous abordez le dernier film qui est le plus vieux, qui est Kung Fu Panda, sorti en 2008. Il a été écrit par Jonathan Abel, Glenn Berger et Ethan Reef. Putain, mais les gars, vous m'aidez pas là. Berger. Pardon. C'est anglais, donc c'est Berger. It's Berger. Berger. C'est un film qui a été réalisé par Mark Osborne et John Stevenson. Pour le casting en version originale, on a notamment Jack Black, Ian McShane, Angelina Jolie, Jackie Chan, Lucy Liu, et Dustin Hoffman et plein d'autres personnes. Pour ce qui est du film, en fait, il a eu une très bonne réception critique et publique, au point où il a eu 2 suites. Et chose assez incroyable, c'est que la musique du film a été faite par Hans Zimmer et John Powell, qui sont de grands compositeurs. C'est les maîtres constructeurs Voilà, c'est les maîtres constructeurs de la musique de film, on va dire. Ça me parle pas, non mais ça va trop loin. Pour l'histoire, nous avons Po, qui est un serveur dans le resto de nouilles de son père et grand fan de Kung Fu, qui se retrouve désigné comme guerrier dragon afin de vaincre Tai Lung qui menace la vallée. Aidé de maîtres légendaires... Pardon. Oh, ça m'a perturbé. Bon, en vrai, je tiens à dire, le synopsis, c'est un grand maître... c'est un grand maître, non. C'est un grand fan de Kung Fu. Par contre, c'est quand même la personne la moins habilitée à faire du Kung Fu. Enfin, c'est la personne la moins performante en termes de Kung Fu, quoi. Parce que ça, on l'a pas dit. Du coup, ça fait juste, c'est un gars qui kiffe le Kung Fu et qui va aller défoncer le grand méchant. Bah... Ah oui, ça fait genre apprenti Bruce Lee, quoi, tandis qu'en fait... Ouais. Ah, attends. Po, serveur dans le grand resto de nouilles de son père, est grand fan de Kung Fu. Alors, grand fan de Kung Fu, mais pas très performant dans la réalité. Disons qu'il y a du chemin à faire, quoi. Oui, le pauvre. Enfin, il est fan, il y met toute la bonne volonté du monde, mais c'est pas pour autant qu'il est doué, on va dire. Voilà, il n'a pas des prédispositions pour le Kung Fu, on va dire. Et du coup, il se retrouve désigné comme guerrier dragon afin de vaincre Tai Lung qui menace la vallée. Aidé des maîtres légendaires, à savoir les 5 cyclones et de maître Shifu, le pauvre Po devra faire face à son destin. Ce qui est intéressant quand même avec Kung Fu Panda, c'est que dès le début, on assiste à un rêve du personnage principal où il se voit comme un héros, littéralement comme un héros de Kung Fu, quoi. On a littéralement une voix off qui nous dit « La légende parle d'un guerrier de légende dont la maîtrise du Kung Fu était légendaire. » Voilà, au cas où si on ne savait pas que c'était légendaire. Non, on n'a toujours pas compris. Répète encore une fois. Et en fait, le rêve nous dépeint un guerrier solitaire, mystérieux, aussi bien craint que aimé de tous, topissime et séduisant. Comme dans Spider-Man, on est ici dans une figure super-héroïque ultime, comme dans Peter Parker qui est un peu dead, là. Et c'est intéressant parce que du coup, là, le héros se voit héros et narrateur de son propre fantasme. Et les héros qui l'idéalisent, à savoir les 5 cyclones, le marquent au respect et font ami-ami avec lui. Et on verra plus tard que c'est un peu compliqué parce que, voilà quoi, il va être un peu... rejeté. Totalement. Il va totalement rejeter et tout. Et... Bah, oui, mais en gros, on a l'idée qu'on a un héros qui, dans sa tête, est prêt à faire des trucs. Mais dans la réalité, l'application dans la réalité est tout autre. Oui, exactement, mais après, c'est un personnage quand même qui, du moins au début du film, est quand même très motivé, quoi. Lorsque il se fait littéralement passer un tabac par les 5 cyclones pour voir son niveau, la vipère lui demande « Est-ce que tu es prêt ?» Et lui, il lui répond « Depuis que je suis né ». Comme si toute sa vie, il rêve à une vie de héros, à une vie en dehors du resto de nouilles, à une vie de maître de Kung Fu. Ouais, et je trouve quand même que, de nouveau, quand on regarde la manière dont il se qualifie dans son fantasme, la manière dont il parle, pour moi, c'est à nouveau le même fantasme d'être aimé, en fait. D'être l'élu, mais dans la perception de celui qui le fantasme. Ou qui ne... C'est la figure de l'élu pour celui qui n'est pas un élu. Ça veut dire être vu comme ok, je suis solitaire, je suis mystérieux, mais par contre, je suis topissime, tout le monde m'adore et je suis séduisant, tu vois. Donc, c'est le point de vue qui va, je pense, radicalement changer au moment où la vraie charge de sauver le monde lui tombe dessus. Ouais, c'est comme si durant son rêve, il assistait. Alors, on va tous les bons côtés, entre parenthèses, quoi. Oui, c'est vraiment le fantasme à l'état pur, quoi. C'est ces espèces de culte un peu chelou. Ouais, tu vois, pour se valoriser, on va dire, d'une certaine manière. Mais c'est normal, enfin, tu vois, c'est pas... Ouais. C'est pas un problème, mais on voit quand même que c'est un fantasme. Ça n'a aucune prise... Enfin, comment dire? Ça n'a aucun aspect réel, ce qu'il est en train de fantasmer. Et du coup, on se rend compte quand même qu'il y a... Moi, j'associe quand même ce culte des élus comme une forme de culte de célébrité. Et ça, on le voit vraiment avec les légendes, là, les 5 cyclones.
où en gros tout le monde les connaît. Ils ont des posters à leur effigie, des figurines, ils font des sorties publiques, ils sont fantasmés du coup par des gars comme Poe qui dans leur rêve d'être amis avec eux. Donc pour moi on a quand même ce truc de culte de la célébrité d'une certaine manière. Oui, mais en même temps, tu vois, paradoxalement, ils sont plutôt humbles. Bon, certes, ils Oui, sont pédants, t'as l'impression qu'ils pètent plutôt plus haut que leur cul, hein, mais ils sont un peu hautains, ouais. mais en même temps, voilà, et c'est pas non plus des gens qui signent des autographes et tout. Ils sont très humbles, enfin, du moins, ils essaient de le rester, mais ils sont très en mode moine, quoi. Ouais, mais ça c'est vraiment la culture asiatique, je pense. Ouais, c'est vrai. L'idée que même quand t'es une célébrité, t'es pas trop dans le chauffe. t'es pas trop. Ouais, il y a quand même cette idée de rester humble, de rester discret, tu vois. Ouais. Du moins, pour les apparences, quoi. Ouais, à ce niveau-là, je trouve. Mais pour revenir à notre ami Poe, donc lui, il rêve et il fantasme de trucs stylés. Par contre, quand même, le début du film, il commence par une chute. Et c'est vraiment la grosse chute, c'est celle de la confrontation entre ce qu'il fantasme, donc le fait d'être spécial, et la réalité concrète, soit la chute du rêve vers le sol, littéralement parce qu'il tombe de son lit, quoi. Et on va dire un aspect de la réalité concrète qui lui pose problème, ça reste quand même celle de sa condition physique. Je dis que ça n'a rien à voir avec sa morphologie. Quand je parle de sa condition physique, c'est qu'il est pas en très bonne santé. Donc c'est un personnage qui est lourd, qui est tout le temps plaqué au sol, littéralement. Tandis que lui, par exemple, il rêve du temple qui est en hauteur, qui est perché dans les nuages. Sauf que lui, en fait, c'est un personnage qui est toujours à ras du sol. Donc, il est toujours en train de tomber ou qui est à plat ventre. Ça, c'est un personnage qui est tout le temps, en fait, à terre, littéralement. Alors que lui, ce dont il rêve, c'est le temple qui est perché dans les nuages. Et en vrai, je trouve que c'est une forme assez symbolique de l'effort pour parvenir au sommet, mais autant physiquement que métaphoriquement. Sauf qu'en fait, dans la réalité, son destin, et ça on le voit avec la chute dans l'escalier, c'est qu'il atterrit, en fait, pas dans un temple, mais dans le restaurant de nouilles de son père. Et donc en fait, son destin, et ça c'est un signe, comme le dit le père, c'est le rêve des nouilles. Donc lui, en fait, il rêve de kung-fu, sauf qu'il ment à son père en disant qu'il a rêvé de nouilles. Voilà. Et donc, sa figure de l'élu, donc la toute première figure de l'élu qui lui tombe dessus, c'est celle de reprendre en fait le restaurant de son père et de faire des nouilles. Et ça, on le voit au niveau du contraste du montage entre Poe qui est destiné à tenir un restaurant et les 5 cyclones qui sont destinés à être des sauveurs. Et pourtant, on se rend compte que ça va être chamboulé autant pour les uns que pour les autres. Oui, un jeu de chaises musicales assez inattendu, on va dire. C'est ça. Et donc Poe, c'est quand même le héros qui se prend tout le temps, comme j'ai dit avant, qui se prend tout le temps des coups, qui est bêtement frappé, mais par lui-même en plus. Il se prend des coups du décor et il a vraiment un corps burlesque un peu, mais plutôt du côté maladroit et empâté. Donc en fait, le corps de Poe, au début, c'est vraiment vu comme un fardeau et c'est sa mauvaise condition physique qui lui fait louper le tournoi en plus. Enfin, la désignation là du guerrier dragon. Et après, on le voit plus tard, il est mauvais aux entraînements. Le décor, l'environnement est constamment en train de le frapper. Oui, d'ailleurs, quand il décide d'assister à la cérémonie, il essaie de monter sur un arbre et... Oui, et l'arbre, il le revient. Et l'arbre lui revient en pleine tronche, quoi. Donc c'est comme s'il subissait tout le décor, quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est un personnage qui est victime de tout ce qui lui entoure. Ouais. En fait, c'est un personnage qui fantasme, mais dans la réalité, dans le concret, dans la matière, il se prend tout le temps des coups. Et donc, je pense qu'on peut dire que c'est quand même un personnage qui n'a pas la maîtrise de son corps. Et je tiens à dire que c'est un corps qui ne change pas tout au long du film. Donc, en fait, c'est pas une question de corps. Parce que tout le long, il est traité de personnage grassouillé, il mange trop, etc. et tout. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas un problème de corps, c'est pas un problème de morphologie. C'est juste une question de maîtrise du corps. Et c'est ça qu'il apprend de la discipline super rigide de Maître Shifu. Et bon, paradoxalement, c'est quand même à cause d'une chute de ce corps burlesque qu'il est choisi. Et d'ailleurs, il dit à Oogway qu'il voulait juste voir qui allait être choisi comme le dernier dragon. Et là, t'as Maître Oogway qui lui répond ah, mais comme c'est intéressant. Donc ici, on se retrouve à nouveau avec la même figure du hasard. Donc, est-ce que celui qui est choisi pour être le maître dragon, c'est juste celui qui a le plus besoin de voir qui peut être le maître dragon, ou est-ce qu'à nouveau, c'est une autre logique un petit peu sournoise? Parce qu'en gros, on pourrait se dire que les 5 cyclones, eux, ils savent déjà qu'ils sont capables d'être le maître dragon. Parce qu'ils ont... Ouais, ils ont déjà toutes les compétences, quoi. C'est ça, ils ont les compétences, ils y croient, ils ont tout déjà. C'est pour ça que ça les chamboule aussi. C'est parce que eux, ils croyaient et ils l'ont pas eu. Alors qu'un gars comme Poe, qui est peut-être le personnage qui a le plus besoin de croire, qui peut être maître dragon, au final, devient maître dragon. Et il est obligé d'être forcé à y croire. Oui, c'est comme si, pour être guerrier dragon, il fallait que ce soit une personne complètement extérieure, pas au monde Kung Fu, mais qui
qui était dans le même état émotionnel, psychique, physique que Po, à savoir quelqu'un qui était vraiment à son bottom, et que c'est seulement une personne comme lui qui pourrait ressentir tous les bienfaits de Guerrier Dragon ou juste être... Oui, et qui a peut-être même les meilleurs outils pour combattre. Parce que ça, on le voit aussi, tu vois, c'est comme dans Lego. C'est la même idée avec les inventions un petit peu étranges d'Emmet. En fait, on se rend compte que c'est celui qui est le plus extérieur à tout ça qui a parfois les idées qui sont le plus adaptées au rôle de l'élu. Mais en tout cas, on a quand même, pour résumer, on a quand même du coup cette figure de Po qui pour moi ressemble un peu au trentenaire, un peu loser, style Peter Parker le loser, quoi. C'est un gars qui est quand même désillusionné, enfin un gars, je sais pas quel âge il a Po, mais c'est quelqu'un qui est désillusionné sur ses capacités, qui a des rêves qui n'ont jamais été accomplis, qui s'est un peu empâté et qui admire les autres plutôt que lui-même. On le voit quand il arrive dans le temple et qu'il est là en mode les armes, les armures, il connaît tout par cœur, il admire les 5 cyclones, Oui, Maître Shifu, enfin ouais. il admire les reliques, les exploits des autres, d'autres légendes et tout, sans pouvoir en incarner une C'est lui-même, ça. quoi. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, c'est un personnage qui est contraint de vivre dans le métier de la nouille, qui est poussé par son père à vivre et penser nouille, littéralement. Bah oui, littéralement, quand il lui demande de quoi t'as rêvé, Paul ne peut pas lui dire qu'il a rêvé de Kung Fu, il lui dit qu'il a rêvé de nouilles. Oui, c'est comme si il plaçait un rêve en son fils plus que qu'est-ce que mon fils il veut, quoi, tout simplement. C'est ça. Et lorsque Paul a la possibilité de toucher son rêve du doigt, à savoir assister à la désignation du maître dragon, il est renvoyé par son père à sa condition, à savoir vendeur de nouilles, en mode qu'est-ce que tu fais, Paul? Prends le chariot, Oui. profite-en pour vendre des nouilles. Et du coup, il va se monter tout le chariot tout en haut de la montagne. Et bon, ça fait un peu 12 travaux d'Hercule pour accéder à son rêve, entre parenthèses. Bah surtout, il y arrive pas. Oui, surtout, il n'y arrive pas, il abandonne le chariot. Et lorsque son père il va le voir tout là-haut et lui confronte à sa responsabilité, Paul lui avoue que son véritable rêve, à savoir qu'il est fou de kung-fu. Et le destin, à ce moment précis, enfin le destin, je ne sais pas, mais à ce moment précis, il y a la mèche de sa chaise faite de feu d'artifice qui lui permettait d'accéder à la reine qui s'éteint. Et c'est à ce moment précis où il se résigne. Et c'est lorsque vraiment il décide de tout abandonner en mode bon bah tant pis, je vais rester dans mon rôle de vendeur de nouilles. Et c'est à ce moment précis que la mèche se rallume et boum, son destin prend le pas et qu'il est choisi. Ce que je trouve drôle avec la figure du père, c'est qu'on a un père qui a un rêve gâché. Donc lui, son père, il voulait faire du tofu à la base. Et après, il lui dit chacun a sa place dans le monde. Et en fait, pour moi, c'est quand même la figure d'autorité qui prédétermine le destin de son fils. En fait, j'ai l'impression que c'est le gars qui a eu un rêve gâché et du coup, il n'accepterait pas que son fils, tu vois, d'une certaine manière, réalise un rêve qui n'est pas celui que lui pense être le bon pour lui, tu vois. Bah, je pense aussi que c'est l'impression qu'un père a eu un rêve, il n'a pas pu le réaliser et il s'est résigné et il se dit peut-être Oui, que il veut son fils éviter a un la rêve, il ne pourra souffrance. pas le réaliser, donc vaut mieux qu'il se résigne parce que c'est pas possible. C'est ça. En fait, c'est une manière. En fait, c'est plutôt bienveillant dans le sens où ils essayent d'éviter la souffrance. Sauf qu'en fait, pour le coup, ça devient plutôt une figure entravante pour le héros au début parce que ce soit Miles comme Poe, ils veulent pas décevoir leur père. Donc en fait, ils essayent de rentrer dans ce carcan-là. Sauf qu'en fait, ça ne leur convient pas. Et on se rend compte qu'en fait, l'élément déclencheur, que ce soit pour Miles comme pour Poe, c'est en fait l'acte désobéissance. C'est je devrais pas, mais je vais y aller quand même. Oui, c'est l'idée de confronter un peu l'autorité et typiquement la crise d'adolescence, quoi. Bon, c'est un petit peu tard peut-être pour Poe, mais oui, il y a un peu de ça, quoi. Ouais. Et bon, petit entre parenthèses, dans Kung Fu Panda 2, finalement, le père de Poe, il se met à vendre du tofu. Voilà. Donc lui aussi, il réalise son rêve. Oui, mais c'est l'idée que quand quelqu'un y croit, c'est vraiment l'idée que cette figure du héros, de l'élu, en fait, quand elle se change elle-même et qu'elle prouve aux gens que c'est possible, elle change pas que elle-même, elle change en fait tout le monde autour d'elle d'une certaine façon. Et là, on le voit avec le père. Exactement. Et cette confrontation de l'autorité, en fait, entre entre Poe et son père, bah, j'ai envie de dire, c'était quelque chose un petit peu d'inévitable, quoi. Parce que Poe, c'est littéralement un panda et son père, c'est une oie, quoi. Donc il y a littéralement un fossé entre les deux où ce sont des animaux complètement différents. Et ainsi, le père de Poe, il ne peut comprendre ce que c'est de vivre dans le corps d'un panda. Et personne ne peut le comprendre, car littéralement, c'est le seul panda du film. Et du coup, il y a un fossé aussi bien physique qu'existentiel que, personne ne sait ce que c'est que de vivre dans la peau d'un panda. Je me sens seul. Et du coup, c'est pour ça, d'autant plus que Poe n'est pas compris par son père,
ou par d'autres personnes, tous les autres personnes du film. Parce qu'il est vraiment unique en son genre, quoi. Oui, et justement, de nouveau, c'est comme Emmett. En fait, c'est un personnage qui est tellement unique que même son moyen de combattre est non conventionnel. Et pour moi, c'est peut-être la seule raison pour laquelle il arrive à vaincre Tai Lung. Parce qu'en fait, il développe son propre art du combat sur des bases de kung-fu qui sont des kung-fu, en fait, juste le kung-fu traditionnel qui a été enseigné par Shifu. Et c'est pareil que Emmett, en fait. C'est l'idée qu'ils ont des moyens tellement peu conventionnels de combattre qu'au final, ça en fait quelque chose de original et de super puissant. Alors qu'on voit que, par exemple, sur le même terrain, les 5 cyclones et Tai Lung, bah, c'est pas possible, quoi. Tai Lung gagnera quand même. Et ils se font défoncer en 2 secondes, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils sont 5, que lui est seul. Et en plus, ce que je trouve vraiment assez cool, c'est qu'en fait, lors de la scène de combat entre Tai Lung et Po, on a littéralement tous les objets qui ont porté malheur à Po qui se mettent d'un coup à lui servir pour battre Tai Lung. Donc on a par exemple les casseroles avec lesquelles il fait cette espèce de jeu Oui, comment on appelle ça? C'est le jeu où on mélange en fait les casseroles alors qu'on a le rouleau du dragon qui est juste en oui. dessous. C'est le truc où il faut trouver la balle et on jongle un peu avec les récipients Exactement. jusqu'à trouver le bon truc. C'est ça. On a l'arbre dont on parlait avant, celui qui lui était retourné dans la gueule au début, que là, il arrive à faire retourner, mais sur Tai Lung. On a les feux d'artifice qui lui permettent de voltiger à droite, à gauche. On a, ce que j'ai trouvé génial, c'est la cape du héros, mais faite par un tablier, une casserole de nouilles sur la tête. Enfin, c'est génial comme idée. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc, en fait, il y a un enseignement insolite que lui, il va réutiliser. Parce qu'on voit quand même que Shifu, il galère à lui faire... à l'entraîner, quoi. comment dire, à le faire accéder à des... Ouais, à lui enseigner des choses. Et donc, ce qui est cool, c'est que Shifu se prête à un enseignement insolite que Po va réutiliser. Et ce que je trouve assez bien comme, on va dire, comme leçon de ce truc-là, c'est qu'en gros, tout est une arme si on sait s'en servir. Et c'est dépasser la tradition pour faire quelque chose qui s'adapte à soi, mais aussi qui correspond à notre propre manière, en fait, de combattre certaines choses. Et c'est pas juste le kung-fu traditionnel, comme par exemple les 5 cyclones qui ont appris le kung-fu et qui ne se battent qu'avec ça, même s'ils ont des aptitudes qui leur sont propres. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que comme dans chaque film, dans les 3 films, hein, il y a vraiment un décalage abyssal entre la menace que représente le grand méchant du film et le héros qui doit, normalement, sauver le monde. Et le but des 3 films, en fait, c'est de tendre à nous montrer comment le héros creuse l'écart pour au final gagner de sa propre manière. Et ce qui est intéressant avec Po et tout, c'est que c'est un personnage vraiment challengé, dans le sens où même lorsque personne croit en lui, à savoir quand il est choisi comme étant guerrier dragon, et qu'il reste malgré tout pour être entraîné et tout, que personne ne le trouve légitime, il se fait littéralement passer à tabac, quoi. Vraiment pour écraser toute la confiance en lui qu'il aurait en lui et qu'il faudrait annihiler pour que l'un d'eux prenne sa place entre parenthèses, quoi. Maître Ishifu lui demande pourquoi il n'abandonne pas et lui dit « Un vrai guerrier ne renonce jamais. Je vous assure, maître, je renoncerai jamais. » Bon, là, du coup, on retrouve le même truc de Spider-Man, à savoir, il faut toujours se lever. Et comme dans Lego, il y a aussi le mantra de croire, à savoir, lorsque Oogway part, il dit notamment à Maître Shifu « Tu as seulement besoin d'y croire. Promets-moi, Shifu. Promets-moi que tu vas y croire. » Et c'est littéralement, du coup, le carburant du héros, c'est de croire en ses actes, en son potentiel, en soi et au futur que l'on veut voir devenir. Et c'est intéressant, du coup, parce que quand on découvre le rouleau du guerrier dragon, comme dans Lego, le but de la prophétie, il n'est pas important, en fait, car ce n'est pas un pouvoir divin qui s'obtient par le sang ou comme par enchantement avec une incantation. C'est l'idée qu'un potentiel réside en chacun de nous et le seul ingrédient pour le débloquer, c'est d'y croire. Et beaucoup de travail aussi, mais bon. Et Po, cela, il le comprend uniquement quand son père lui dévoile la non-existence de l'ingrédient secret de sa soupe, soupe secrète, quoi. Ouais, et du coup, on a exactement la même structure que pour Miles, qui en fait découvre que... Enfin, à nouveau, c'est le père qui déclenche en fait l'idée de pouvoir croire en soi-même d'une certaine façon. C'est pas exactement pareil, mais c'est plus ou moins la même logique. Mais du coup, si on parle de la figure du père qui vient aider, il faut quand même parler de la figure du mentor. Parce que pour le coup, on en a 2, on va dire, dans Kung Fu Panda. On a le mentor Maître Shifu, donc qui est la rigidité et le contrôle, vs le Maître Oogway, qui est en fait la figure de l'accueil et de l'acceptation de ce qui se présente. Et j'ai trouvé super intéressant ces 2 manières de montrer comment en fait on peut avoir des types de mentors qui sont complètement différents, plutôt que simplement le mentor figure du grand sage, omnipotent, etc. Oogway, il est un peu comme ça. Hein. Oui, mais c'est...
il est pas présenté comme une divinité, mais c'est... Oui, Enfin, mais son caractère et tout, il est limite présenté comme divin, quoi. oui, mais pas dans les actes. Oui, pas dans les actes. Et parce que ces actes, ils sont vachement plus, ils découlent vachement plus d'une philosophie de l'acceptation, ce qui n'est pas vraiment le cas, je trouve, de Vitruvius ou... Oui, c'est plus C'est un un peu poète, différent. un guide, oui, qu'autre chose. Oui, alors que Shifu, tu vois, c'est... Enfin, bon, mais je vais développer. Donc, en gros, pour moi, Maître Oogway, c'est la figure de l'équilibre entre les forces. Donc, on a la première apparition du personnage qui est assez caractéristique de ça. Donc, il est tête à l'envers, en équilibre sur un bâton. Donc, c'est le personnage qui est patient. Donc, il éteint littéralement les bougies une à une en soufflant dessus, ce qui est extrêmement agaçant. Surtout qu'il le fait avec une lenteur de tortue. Ouais, non, mais horrible, quoi. Et il accepte les choses qu'il voit dans ses visions, en disant juste rien n'est impossible. Donc en fait, c'est celui qui ressent les choses, mais qui ne les provoque pas, ni ne les contrôle. Donc en fait, la phrase qu'il va dire à Shifu, et je trouve cette phrase absolument incroyable, c'est « On croise souvent son destin sur les chemins où l'on croyait l'éviter ». Donc là, on a l'idée de la prédiction ultime. En gros, en agissant contre quelque chose, c'est souvent ainsi qu'on le provoque. Et pareil pour Po. Il croyait que rester au restaurant, ça allait le faire éviter son destin, alors qu'en fait, pas du tout. Tandis que les 5 cyclones qui ont tout fait pour devenir les sauveurs, ne sont pas devenus les sauveurs. Donc en fait, il y a une forme paradoxale de... Je pense qu'on peut parler vraiment de philosophie non duelle, donc c'est ni bien, ni mal, ni oui, ni non. C'est un truc vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et ça, on le vérifie littéralement, parce que c'est la peur de Shifu de voir Tai Lung être libéré, qui lui fait envoyer un messager, qui va en fait provoquer la colère de Tai Lung, et grâce à l'espèce de plume qui tombe, de loi, qui va provoquer son évasion. Donc en fait, c'est tout le truc des prophéties autoréalisatrices dont on parlait pour l'ego. Et donc en fait, cette phrase, elle résume juste tout le film. Et c'est assez lié à la philosophie taoïste et à la philosophie taoïste chinoise, ce qu'ils appellent le wei wu wei, donc l'agir dans le non-agir. En gros, souvent, quand tu essayes de forcer les choses, ou de les accélérer, ou de les ralentir, en fait, tu vas faire que provoquer ce que tu essayes d'éviter. Donc dans l'idéal, ce que nous transmet Maître Oogway, c'est qu'il faudrait plutôt adopter sa posture, ça veut dire être comme l'eau. Et il lui dit « Ton esprit est pareil à cette eau, quand il est agité, il se trouble et il devient difficile de voir. Mais quand tu le laisses se reposer, la réponse apparaît clairement. » Donc en gros, il faut être calme, apaisé, accepter ce qui vient et se préparer à y faire face. Et c'est ce qu'apprend Maître Shifu dans le film, afin de pouvoir remplacer Maître Oogway. Donc s'assouplir, patienter, accepter, etc. Oui, et en fin de compte, c'est ce qu'on a aussi dans Spider-Man. L'idée de il faut se calmer, être apaisé et accepter ce qui va arriver, se préparer à y faire face, c'est un peu ce que disent Gwen et Peter B. Parker à Miles, notamment. Oui, et en plus, là, on a aussi la notion de Maître Shifu qui doit apprendre. En fait, c'est pas juste un mentor suprême. C'est le mentor qui doit apprendre de quelqu'un d'autre, mais qui doit surtout apprendre de son élève. Comme Peter B. Parker qui, en fait, apprend de Miles et qui évolue parce que Miles évolue. Donc, en fait, il y a une sorte de relation de réciprocité entre les deux. Mais pour moi, il y a quand même un point de vue un petit peu différent dans Spider-Man de l'ego. Et ça, c'est pour moi assez lié à la philosophie taoïste, mais qui, je trouve, rend le film peut-être plus pertinent à mon sens. C'est quand même l'idée que le héros américain, c'est un héros de contrôle et d'action et de conquête, etc. Tandis que la philosophie taoïste, comme elle est incarnée par Maître Oogway, c'est l'idée d'accepter de lâcher prise et justement d'arrêter de contrôler. Mais ça veut pas dire ne rien faire, ça veut juste dire apprendre à agir quand c'est nécessaire et accepter de laisser les choses se faire quand c'est pas possible d'agir, en fait. Et dans tous les cas, on garde quand même cette idée de ténacité, comme tu disais avant, incarnée par Po. En fait, c'est vraiment le courage d'essayer, le fait d'y croire. Ça change pas, c'est commun aux 3 films. Mais là, on va quand même plus loin dans l'idée de croyance, parce que c'est pas juste croire en soi et ses capacités comme Miles ou Emmett, ou même pour Po. C'est aussi croire qu'il n'y a pas de hasard et que les choses, elles sont parfaites dans la manière dont elles arrivent. Exactement, comme tu l'as dit, effectivement, le Kung Fu Panda est influencé par la philosophie taoïste, mais malgré tout, ça reste un peu un film américain, quoi. Et il y a un truc notable quand même, c'est qu'il y a une différence assez grande entre les héros américains et notamment les héros asiatiques. C'est le point de départ du potentiel du héros. Là où chez les héros américains, on se rend compte que tout le monde peut être héros, entre parenthèses, chez les Asiatiques, et notamment au Japon, c'est un peu plus différent. Hein. Quand on prend par exemple Demon Slayer, Bleach, Naruto, SNK, globalement, ils ont tous en eux un pouvoir héréditaire qui ne demande qu'à être réveillé pour dévoiler son plein potentiel. Et du coup... Si, parce que en fait, Po, c'est à peu près les deux. Parce que là, son hérédité, au sens propre, donc par rapport à la figure du père, c'est le restaurant de nouilles. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, dans la légende... Oui, mais c'est pas une vraie hérédité. Déjà, c'est pas une vraie hérédité, mais ça, on le sait pas dans le film. Mais c'est pas une vraie hérédité. Comment ça, on le sait pas dans le film? Enfin...
Oui, bah, son père, il est présenté comme son père. À aucun moment donné, c'est dit qu'il est autre chose, tu vois. Oui, mais clairement. Oui, mais justement, c'est pas dit, mais c'est montré de manière sous-entendue. Mais c'est pas dit, c'est pas adressé. Ouais, mais tout le monde le sait, je pense. Oui, mais tout le monde le sait, oui, mais c'est pas adressé, tu vois. Oui. On se doute qu'il y a quelque chose au niveau de l'hérédité, mais c'est pas adressé explicitement. Non, mais de toute façon, il n'y a rien parce que loi, elle n'a pas de pouvoir. Enfin, Justement. je comprends pas. C'est là que Poe, c'est plutôt il y a quand même ce côté self-made des Américains. Oui, tout à fait. Parce que Poe, c'est pas un héros héréditaire. Par contre, il a des capacités hors du commun pour bouffer. Et c'est ça que Maître Shifu, il utilise. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais après, c'est plus des qualités. Pas des qualités, mais ok. Pour toi, le QB, c'est l'équivalent de l'appétit pour Poe. Ouais. Oui, bah tu vois, le renard dans le ventre de Naruto, pour moi, c'est un peu... C'est l'appétit dévorant de Poe. Ouais, c'est ce truc, tu vois, qui lui permet de faire des trucs quand même qui sont pas normaux pour quelqu'un qui n'a jamais fait de kung-fu, de je sais pas quoi, tu vois. Genre faire le grand écart à 3 mètres pour prendre une boîte de biscuits. Ouais, enfin, moi je trouve ça quand même un peu... Il y a quand même des aptitudes un peu exceptionnelles, juste c'est des aptitudes qui ne sont pas... Oui, qui sont insolites. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas le truc... C'est pas utilisé dans le cadre du kung-fu, donc oui, c'est chelou quand c'est utilisé dans le cadre de la bouffe, mais... mais voilà, quoi. Mais oui, effectivement, oui, voilà. En tout cas, il y avait cette différence quand même à noter que j'avais recherché. Enfin, en fait, on est tellement inondé de représentations de héros américains que j'avais essayé de chercher quel autre exemple avant nous. Et c'est vrai que les héros japonais ou asiatiques sont plus dans cette idée d'hérédité où le sang, ça reste quand même très important, la lignée, le sang, les origines. Là où, vu que les États-Unis, c'est une terre d'opportunités, il suffit que tu as la volonté, tu peux tout débloquer, ouais. tous les pouvoirs, tout ça, quoi. Donc c'est quand même, on voit vraiment une jonction entre l'Orient et l'Occident en termes de mentalité. C'est fascinant. Oui, parce que la Chine, il y a quand même cette idée de pays ancestral, tu vois. C'est très basé sur la lignée, sur l'ancêtre et tout, alors que les Américains, ils portent moins ce truc-là. Oui, mais même au Japon, l'idée des clans et tout, voilà, dans Naruto, il y a combien de clans, wesh Ouais. Enfin, Non, ouais, c'est vrai, c'est c'est ça. vrai. Hein. La lignée, le sang, SNK, le sang, c'est super important. J'avais pris quoi comme exemple? Attends. Bleach, pareil, il y a les trucs des clans. Demon Slayer, c'est pareil. Enfin bref, peu importe. Ouais. Et donc, pour revenir quand même juste sur la réciprocité entre le héros et le mentor, donc comme pour Peter Parker, le loser et Miles, on a à peu près la même dialectique, c'est le fait que c'est pas juste une aide qui est unilatérale, comme on peut le voir souvent dans des structures plus classiques, style Gandalf et Frodon par exemple. Là, c'est une aide qui s'installe dans un système de réciprocité. Donc, en gros, élever l'autre, c'est aussi s'élever soi-même. Et c'est ce que dit Maître Oogway à Maître Shifu. Donc, l'élu n'apportera pas seulement la paix dans la vallée, mais aussi en toi. Et c'est ce qui crée pour moi les rapports compliqués au début entre Poe et Shifu. Parce qu'on a Shifu qui pense qu'il n'a rien à apprendre de Poe. Pareil pour les 5 cyclones qui pensent qu'ils n'ont rien à apprendre de lui. Alors qu'en fait, tout le monde a à apprendre de l'autre au final. Oui, c'est exactement ça. Et dans les 3 films, typiquement, il y a la figure du sage qui arrive à faire la paix avec ces vieux démons, que ce soit aussi bien Maître Shifu que Vitrivius que le père de Miles. Ou alors Peter Parker, le loser. Oui, ou alors Peter Parker. Ouais. Mais en fin de compte, quand on se focalise sur le combat final de chaque personnage, on se rend compte que c'est quand même un peu un combat idéologique entre 2 visions du monde. Dans Kung Fu Panda, notamment, Poe, il peut représenter l'humilité ou la confiance en soi, enfin, retrouvée. Et Tai Lung, il peut représenter potentiellement l'avidité du pouvoir, peut-être une certaine vision du capitalisme, je sais pas. L'idée de toujours acquérir plus, quoi. Dans Lego, Lord Business, il représente un peu l'ordre du conformisme, là où Emmett et tous les maîtres constructeurs, ils représentent cette liberté de création, d'entraide, etc. Pour Spider-Man, ça peut être 2 conceptions de la famille qui s'affrontent, avec la famille unie et la famille désunie. La famille unie de Miles et désunie de Kingpin. Et pour Kingpin, en fait, l'idée, c'est de retrouver sa famille envers et contre tout, et l'idée surtout de plier le monde sous sa volonté, même contre la volonté de ses proches, quoi. Et Miles, du coup, c'est la famille qui vient au secours de Miles, à savoir la famille de sang, la famille de Spider-Man. C'est l'idée de un pour tous, tous pour un, mais c'est, voilà, pour Miles, c'est un peu ça, quoi. Et en fin de compte, ces 3 films-là, ils sont un rassemblement de plein de thématiques et de plein de messages qui visent, nous, spectateurs, à traverser des épreuves émotionnelles de nos vies. Et typiquement, c'est des films pour enfants, mais c'est aussi des films pour adolescents, jeunes adultes, et c'est des films qui sont censés nous aider à
traverser les tourments de notre vie, notamment avec des idées de l'acceptation de son corps, de sa personne, en évoquant les pressions familiales des proches, en pression de réussir en société, avec l'idée de croire en son potentiel pour affronter tous les défis. Vraiment, dans ces 3 films, il y a ici tout ce que vous voulez, littéralement, pour bien grandir. C'est vraiment une super recette pour how to be... Pour se construire. Exactement, pour se construire. Pour construire une identité et pas rester comme Emmett. Exactement, putain. Voilà. Oh là là. Bon, bah, merci de nous avoir suivis Ouais, merci beaucoup. pour ce 6e épisode. Ou je sais plus combien. Ouais, 6e ordre chronologique, en principe. Voilà. Et on se retrouve très bientôt sur Cinématrice. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et laissez des commentaires. Ah oui, et laissez des commentaires. Ça fait plaisir. Si vous avez envie de débattre, vous êtes les bienvenus. Grave, quand vous voulez. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Donc c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans Théo Mouti, aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leurs liens inscrits dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire car ils sont juste très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine et gros bisous. Ciao.